Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le mot du jour pour le président de la République est le mot confiance. Il souhaite renouer une relation de confiance avec les entreprises, notamment étrangères. L'occasion aussi de faire un point sur les impôts et les sondages où les Français majoritairement ne lui font plus confiance. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « La confiance avant la croissance ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Virginie Martin est politologue, professeure et chercheur à l'école de commerce de la Kedge Business School. Vous êtes par ailleurs présidente du laboratoire d'idées baptisé Think Tank Different. Agnès Verdier-Molinier est directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Je rappelle vos deux livres, Les fonctionnaires contre l'État et 60 milliards d'économies chez Albin Michel. Vincent Drezet est lui secrétaire général de Solidaire Finances Publiques, premier syndicat de notre administration fiscale. Solidaire a publié aujourd'hui même une note sur les enjeux de la fiscalité. Et je rappelle vos 15 idées reçues sur la fiscalité aux éditions Les liens qui libèrent avec l'association Attaque. Enfin, Nicolas Bétou est fondateur et directeur du quotidien L'Opinion. En une de votre journal ce matin, Attractivité, un discours positif des actes punitifs. Peut-être une première question, c'est faute de croissance, c'est important de parler de confiance. Comment ça se gagne la confiance, d'après vous, Nicolas Bétou? Je vous parle en termes d'économie et de rapport avec les entreprises et bien entendu dans les perspectives de chômage ou de lutte contre le chômage qui sont forcément celles du président. Ça se gagne avec des actes, ça se gagne avec des paroles, ce qui est en train d'être fait progressivement, mais ça se gagne avec des actes, c'est-à-dire avec l'inverse de ce qui se fait en réalité en ce moment. On voit clairement que le président a décidé de dérouler un nouveau discours depuis le 31 décembre, le 14 janvier, ce qu'il fait en ce moment avec les patrons de filiales étrangères en France ou les patrons de groupes étrangers qui veulent investir en France. Mais les actes ne suivent pas. Clairement, ils ne suivent pas du tout même. On a même l'impression, y compris à gauche, que tout ça sert d'une sorte de paravent, de brouillard pour masquer le fait qu'en réalité, ces promesses précédentes, la dernière en date, l'inversion de la courbe de chômage, n'ont pas fonctionné. Et donc ils changent de terrain au fur et à mesure que ces politiques ou que ces promesses ne sont pas tenues. Et c'est pas comme ça, en réalité, qu'on gagne de la confiance. Mais quand même pas l'impression qu'il y a plus qu'un discours, mais un climat qui a singulièrement changé entre le chef d'entreprise et les entrepreneurs dans le pays. Enfin, non, je pense que en France et à l'étranger d'ailleurs pour le coup. Non, je pense que le climat a changé entre le chef de l'État. Je l'ai traité de chef d'entreprise. Oui, c'est pour ça. Ce qui n'est dans ma bouche n'est en aucun cas. Ni un gros mot, ni un mot gros. Je voulais dire chef de l'État, excusez-moi. En effet, le chef de l'État a changé de climat. Alors, le climat a changé dans ce sens-là. Dans l'autre, je n'en suis pas sûr du tout. Et est-ce que, par exemple, vous avez noté que le jour même où il reçoit 34 patrons étrangers, en leur disant investissez en France, investissez, l'Assemblée nationale examine en deuxième lecture la loi dite loi Florange, qui est la loi correspondant, si ma mémoire est bonne, à l'engagement numéro 35 de François Hollande, candidat, qui était faite pour éviter les licenciements boursiers, les fermetures de sites et tout ce qui était lié à l'affaire Mittal et les hauts fourneaux de Florange. Bon, voilà, c'est un contre-signal. Voilà les actes. Les actes, c'est l'Assemblée nationale vote la loi Florange. En quoi un contre-signal, Nicolas Bétou? En quoi un contre-signal? Parce que vous dites aux investisseurs étrangers, venez en France. Et puis évidemment, si ça se passe mal, alors là, ça se passera vraiment très mal pour vous. C'est-à-dire que, vous n'aurez probablement pas le droit de repartir comme ça, ou en tout cas, si vous les fermez, vous devrez en payer un prix très élevé, y compris en termes de réputation. Je vous rappelle par exemple que le propriétaire de cette entreprise Mittal a été quasiment insulté en public, traité d'homme totalement indésirable en France, etc. On parle de loi Florange, mais la loi Hamon, qui vient d'être votée, là aussi, a créé des contraintes gigantesques pour les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise qui veut céder une de ses filiales doit maintenant en avertir, avant de la mettre en vente, ses salariés, de façon à ce que ces salariés puissent éventuellement monter une SCOP, une société coopérative ouvrière. En quoi c'est choquant ? Ce qui est choquant, c'est que ce sont toutes des entraves à la liberté de commercer, d'acheter, de vendre des entreprises. Ça ne veut pas dire que le social ne doit pas être une composante essentielle, mais ce qui est certain, c'est que quand vous dites à un chef d'entreprise qui est basé aux États-Unis, prenez n'importe quelle ville du centre des États-Unis, et qu'il voit qu'il y a un certain nombre d'avantages pour investir dans un pays, mais aussi d'inconvénients si ça échoue. L'échec, ça fait partie
des conditions qu'on examine quand on va investir quelque part. Eh bien, les conditions que l'on met à un retrait en cas d'échec sont absolument déterminantes et donc ça pèse considérablement sur l'investissement étranger. Ce mot confiance, c'est important en politique ? En politique, c'est capital, et en politique économique, c'est peut-être encore plus essentiel. Donc oui, en effet, on parle souvent des prophéties autoréalisatrices. Sans confiance, rien ne se réalise, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de consommation, bref, il n'y a pas d'adhésion, ni à la politique d'un chef quel qu'il soit, ni à sa politique économique, et il n'y a pas de reprise possible. Donc c'est un mot absolument essentiel. Maintenant, je serais peut-être un peu plus nuancée que ce que vous venez de l'être. François Hollande gouverne quand même sous contrainte. Il est dans un pays qui s'appelle la France, qui est un pays, Tocqueville nous l'a largement rappelé, qui a eu quelques révolutions et qui ne sait pas toujours très bien faire avec sa démocratie politique, qui est très idéologisé, qui est peu syndiqué quantitativement, mais qualitativement très syndiqué. Donc il gouverne tout de même sous contrainte et il a aussi de fortes alliances, évidemment, entre le PS, le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et j'en passe. Donc on ne peut pas dire, parler comme ça des actions de François Hollande de manière abstraite, si je puis dire. Il est tout de même sous les feux de la rampe, aussi évidemment ceux de l'Europe et j'en passe. Mais ce que je trouve tout de même intéressant, c'est le changement du champ lexical du président de la République aujourd'hui. Et ce changement lexical est réel. On parle aujourd'hui sans complexe de compétitivité, d'attractivité. On met la France dans la mondialisation, on parle de start-up, on parle de passeport pour les talents. Il dit qu'il n'y a pas d'emploi sans entreprise. Exactement, il dit qu'il n'y a pas d'emploi sans entreprise. Et ça, je trouve, si vous voulez, que tout d'un coup, la gauche qui arrive à renouer avec le secteur que représentent les entreprises, les PME et les très grandes entreprises, c'est tout de même une sortie d'un carcan idéologique et d'une forme de modernisation de la part de François Hollande. Maintenant, tout ça, évidemment, est excessivement compliqué et il prend bien sûr des risques politiques. C'est évident. Alors allons voir ce qui s'est donc passé dans ce premier conseil stratégique d'attractivité qui a donc eu lieu ce matin en présence de grandes entreprises internationales et de fonds d'investissement, Samsung, Siemens, Nestlé, Volvo ou encore Bosch. Il était temps car la défiance de ces dernières a visiblement atteint notre pays. Instabilité, manque de visibilité et complications administratives. François Hollande s'engage, lui, à une stabilité fiscale, sociale et administrative. Reportage de Lise Barcellini et Yvan Vastio. Une photo de famille bien inhabituelle. Le patron de l'Élysée entouré de patrons étrangers. Siemens, Nestlé, Bosch, Samsung, mais aussi des fonds d'investissement chinois, koweïtiens et qataris. Autant de patrons que l'Élysée veut convaincre d'injecter leurs capitaux dans l'économie française. Une session de travail et au final 7 annonces. Passeport talent, fusion entre UbiFrance et l'Agence française pour les investissements internationaux, extension de l'aide de la BPI aux filiales étrangères et surtout une promesse, la stabilité fiscale. Désormais, une entreprise française ou étrangère pourra valider avec l'administration fiscale les règles qui s'appliqueront à elle pour son investissement. Cette visibilité, elle est indispensable. Comment investir si l'on n'est pas sûr que les données fiscales vont rester les mêmes tout au long de la vie de l'investissement? Il existe une procédure en France qui s'appelle le rescrit. Elle sera élargie à tout le champ social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, là aussi française ou étrangère, qui veut investir, aura de la part de l'administration l'engagement que les règles fiscales, sociales, administratives seront les mêmes et ce sera une garantie. Rassurer les investisseurs étrangers, car les chiffres sont mauvais. Selon la CNUSED, une agence des Nations Unies, les investissements directs étrangers en France ont chuté de 25 à 5,7 milliards d'euros en seulement un an, soit une baisse de 77%. Le chiffre est alarmiste, mais il est trompeur.
En fait, une bonne partie de ces investissements directs étrangers utilisaient la France pour des raisons d'optimisation fiscale. Et c'est le changement de la législation fiscale en 2013 qui explique une bonne part de cette baisse. Mais pour autant, on ne peut pas dire que la France soit un pays très attractif. Elle reste handicapée par notamment une fiscalité des sociétés élevée, un coût du travail élevé, etc. Un chiffre est davantage significatif, celui du nombre de projets internationaux d'investissement en France. Il est en baisse dans l'Hexagone, mais en hausse chez nos voisins allemands et britanniques. Je crois que ces dernières années, si vous voulez, l'attractivité de nos deux grands voisins a été plutôt renforcée. En Allemagne, on a fait des réformes fiscales, notamment à la fin de la décennie précédente, qui sont destinées à, on va dire, stabiliser les conditions fiscales pour les entreprises. On a aussi, comme chacun sait, eu des grosses réformes des marchés du travail. En Angleterre, on baisse considérablement la fiscalité sur les sociétés. Et donc, la France se retrouve prise dans cette, on va dire, cette concurrence fiscale et sociale à l'intérieur de l'Europe. La France, terrain à miner pour les investisseurs étrangers, une situation dénoncée par plusieurs patrons de filiales étrangères installées dans l'Hexagone. Parmi eux, le PDG de Hewlett-Packard France. Reçu par François Hollande début février, il se dit désormais écouté. Il rêve d'une Silicon Valley à la française et d'une meilleure visibilité sociale et fiscale. Les maisons mères ont le sentiment qu'il est sans doute plus facile d'investir et le retour sur investissement est sans doute plus immédiat dans certains pays européens, l'Angleterre, certains pays du Nord, que la France. Et il faut inverser cette tendance parce qu'on a toutes les raisons pour montrer aux instances internationales que c'est le moment d'investir en France, au contraire. La méthode Coué, ici comme à l'Élysée, car pas de retour de l'attractivité, sans retour de la confiance. On a une première question qui est, à mon avis, une sorte de provocation, qui est la suivante. Peut-on avoir la liste des patrons reçus? Je pense que le sous-entendu, c'est comment avait-il été invité? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on connaît un petit peu les dessous de l'affaire? On a l'impression qu'on sort de là en 2 heures. Boum, on a eu beaucoup de... Je vois que vous faites oui avec la tête. Donc vous vous posez la question, vous aussi. Vous avez peut-être des éléments de réponse. Je la pose d'abord à Nicolas Bétou. Les dessous de l'opération, si je puis dire. Alors, une partie de ces patrons-là font partie d'organisations ou de clubs qui se réunissent et qui essayent de partager leurs difficultés ou leurs problèmes et qui essayent de faire ensemble avancer leur cause. Donc, il y a des espèces de clubs, d'associations de patrons de filiales étrangères en France qui sont relativement connus. La plupart des chefs d'entreprise des pays développés qui étaient là aujourd'hui à l'Élysée cotisent, entre guillemets, dans ce genre d'association. Après, ça veut dire quoi là, enfin, si on est amis ou qu'on a des liens ou qu'on a avec deux d'entre eux, ils en font venir 10 en plus, enfin. Non, mais non, c'est pas une question d'amis. Vous êtes le patron de Bosch en France ou de Siemens. Oui. Vous avez eu un grand nombre de contacts avec les pouvoirs publics parce que vous avez par exemple des marchés publics sur lesquels vous êtes candidat. Vous faites partie d'une chambre de commerce franco-allemande en l'occurrence. Vous faites partie d'un groupe des patrons de filiales étrangères en France et en permanence ces gens-là se connaissent, se parlent et échangent leurs difficultés ou leurs avantages. Je vais un peu plus loin. Est-ce qu'ils y allaient contraints et forcés ou est-ce qu'ils y vont parce qu'en ce moment ils pensent que c'est nécessaire, pardonnez-moi, de discuter avec le chef de l'État français qui montre des dispositions nouvelles au sens le plus large du terme. Je pense que tous ceux qui étaient là aujourd'hui, je ne peux pas parler à leur place, mais se disent s'il y a une chance et a fortiori plusieurs chances de faire évoluer le pays, sa mentalité, plus que le discours, plus que simplement un champ lexical d'un président de la République, en ayant des actes après un discours, alors il faut y aller. Donc ils cherchent à saisir toutes les perches, ce sont des pragmatiques. Et à aucun moment ils se sentent prisonniers d'une opération de com, quelle qu'elle soit. Je pense qu'à la sortie de l'Élysée, la liberté de ton n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait avoir lorsque, par exemple, ces chefs d'entreprise il est bien élevé, c'est pas des choses gentiment. Quand ils vont rendre compte à leurs actionnaires ou à leurs patrons, ils diront peut-être les choses un peu différemment, mais c'est naturel. Non, parce qu'on peut imaginer qu'une partie d'entre eux passent leur temps à pester, je veux dire, quand ils sont à la maison, et là, hop, on les retrouvait... oui, ça, on peut l'imaginer certainement. Agnès Verdier-Molinier. Oui, non, mais il suffit de prendre la liste des entreprises de nationalité étrangère qui ont des effectifs importants en France. Et en réalité,
peu ou prou, ce sont ceux qui ont été reçus à l'Élysée. Hein. On retrouve Nestlé, Solvay, General Electric, enfin bon, tous ceux-là, ils sont dans la liste de ceux qui ont plus de 30 000 ou plus de 10 000 salariés en France. Donc c'est logique, on a parlé aux gens qu'on voulait recevoir, si je puis dire. C'est assez logique. Là, il n'y a rien d'extrêmement original. La question qu'on peut se poser, c'est comment on sort ce comité ou ces assises, je ne sais pas comment on va les appeler, de l'attractivité, alors qu'on a déjà des assises de l'entrepreneuriat, des assises de la fiscalité, des réunions sur la compétitivité. Et on a l'impression que tout ça s'enchaîne un peu comme des poupées russes, où on ne sait plus laquelle est la plus importante. Et finalement, pourquoi traiter l'attractivité vis-à-vis des investissements étrangers, le traiter différemment de l'attractivité vis-à-vis des investisseurs français, hein. Je vous rappelle que l'épargne française, elle est de plus de 11 000 milliards d'euros. Elle est énorme et on n'arrive pas à la drainer vers les investissements dans nos entreprises. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Quand vous regardez sur le site du Premier ministre, vous avez beaucoup de genre PDF, slides qui ont été mis en ligne. Alors on dirait que c'est magnifique. La France, finalement, c'est pas si mal. Alors on ne parle pas du code du travail, on ne parle pas de flexibilité, on parle de rien de ce qui fâche, finalement. Et puis on dit qu'on va donner 25 000 euros pour ceux qui veulent venir créer des start-up en France. Mais c'est ridicule. 25 000 euros, quand on sait que les problèmes de financement de start-up, qui sont des boîtes de croissance, c'est entre 100 000 et 1 million d'euros. Là, on n'est pas du tout dans la cible. Hein. Peut-être la question, c'était est-ce que cette image, qui par définition est une image à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, et où il y a quand même un certain nombre d'annonces sur lesquelles il faut que nous revenions, peut créer, on va dire, un choc à l'étranger et fasse penser à d'autres entreprises, non pas celles qui sont là, puisqu'elles le sont déjà. Vous venez de nous le rappeler, qu'il se passe quelque chose en France et qu'on n'est pas le dernier pays communiste au monde, si je vous le dis, change, avec un peu d'humour. Voilà. Ça rappelle exactement Parce que je pense que c'est le propos un petit peu aussi. Ça rappelle vraiment, et on en a beaucoup reparlé, ce qui s'est passé au moment de l'affaire des pigeons. François Hollande arrive avec un programme qui dit on doit taxer le capital comme le travail. Et puis finalement, quelques mois plus tard, machine arrière, et on change totalement finalement les taux d'imposition, etc., notamment pour les plus-values de cession. Et voilà. Donc on a l'impression en permanence qu'on est sur du stop and go et qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Donc il faut à un moment qu'il y ait des propositions vraiment très claires, beaucoup plus loin que ce qui a été décidé entre les syndicats, par exemple sur la réglementation du travail, beaucoup plus loin sur la question de la fiscalité. Il dit qu'il y aura un rescrit. C'est très bien d'avoir un rescrit, c'est très bien d'avoir un papier... Vous vous rappelez ce qu'on appelle un rescrit ? C'est un papier de l'administration fiscale qui vous dit quelles sont les conditions dans lesquelles vous allez être taxé. Et puis là, il veut l'étendre au social. Mais d'accord, c'est très bien, ça sécurise. Mais si c'est pour avoir une fiscalité qui est comme celle qu'on a aujourd'hui, pas du tout compétitive, ça n'a pas de sens. Donc là, il va falloir passer véritablement à l'action. Pour l'instant, je garde mon drezet dans sa cocotte. Dans quelques instants, je vais soulever le couvercle. Vous êtes très sage. Vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais dire qu'en termes politiques, moi j'y vois un autre problème aussi en ce qui concerne le cap, et c'est pas la première fois qu'on dit ici, c'est-à-dire qu'en fait il nous a caché grosso modo qu'il était social-démocrate depuis son élection, on le décryptait largement, mais finalement lui ne l'a jamais tout à fait assumé. Vous rappeliez qu'il finit par l'assumer fin de l'année dernière et le fameux 14 janvier, mais en même temps tout d'un coup on a aussi l'impression qu'il passe directement de la social-démocratie à une forme de social-libéralisme. Et ça, tout de même, la gauche, le socle du Parti socialiste, évidemment la gauche de sa gauche, le vivent forcément très mal. Et là, il y a tout de même... Vous voyez, en 20 mois, il nous a à la fois peut-être dit qu'il allait nationaliser Florange et en même temps qu'il allait faire des cadeaux à Gattaz. Et tout d'un coup, on n'y comprend quand même plus rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme un raisonnement un peu binaire, si je puis dire. Alors, tant mieux s'il fait enfin rentrer la France dans la modernité, la démocratie, le monde, les start-up, etc., la Silicon Valley. Tout ça, moi, je trouve ça très, très bien. Tant mieux. Mais si vous voulez, tout d'un coup, on a l'impression que parce qu'on fait ça, alors tout d'un coup, on a oublié qu'il y avait la CFDT, FO, la CGT, etc. Vous voyez, c'est un peu... de Montebourg à Cazeneuve-Moscovici, Sapin, où est-on ? Ça pose quand même un sacré problème. Juste sur les chances, vous disiez, est-ce qu'il y a des chances de Vous voulez empêcher de s'exprimer l'administration fiscale ? Non, frère, bon. Trop de respect. Deux chiffres qui sont très impressionnants. Les chiffres, il aime bien, Vincent Bozet. Le premier, c'est un sondage fait auprès de ceux qui ont déjà investi en France, des étrangers qui ont investi en France. Leur taux de satisfaction est de 13%. C'est-à-dire 13% de ceux qui ont investi en France sont heureux d'avoir fait ce choix, ce qui est misérable.
Deuxième chiffre très intéressant, l'article le plus lu sur Bloomberg la dernière semaine de l'année 2013. Bloomberg, c'est la principale agence d'information mondiale dans le domaine de la finance. L'article le plus lu, donc par l'univers de la finance mondiale, c'est la taxe à 75% pour les rémunérations au-dessus d'1 million. Pourquoi à ce moment-là? Parce que le Conseil constitutionnel finit de valider cette procédure. Bloomberg sort un papier là-dessus. C'est le papier qui a été le plus lu dans l'univers de la finance. Donc vous voyez ces deux éléments qui sont les deux éléments de réponse à votre question. Comment est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on en est de la reconquête de la confiance? Il reste un sacré chemin. Alors, d'abord, je voudrais savoir si le mot confiance est un mot qui a une signification voilà, pour nos responsables des impôts, pour l'administration que vous représentez, et on pourrait même dire pour la force syndicale que vous représentez. Est-ce que ce mot de confiance, vous l'entendez, vous en comprenez le tenant et les aboutissants, appliqués à l'économie et bien entendu, je dirais au marché, au sens le plus large du terme? Mais il n'y a aucun mot tabou, ni confiance, ni attractivité, ni compétitivité. Après, c'est une question de contenu, d'orientation, tout simplement. Hein. La confiance, ça fait, je veux dire, à gauche comme à droite, dans le milieu social également, c'est quelque chose qui est débattu. Ce qui est intéressant dans le débat, c'est que là, on est parti très fort sur l'analyse des politiques de l'offre et du virage de François Hollande assumé en tant que tel. Pas simplement pour un responsable syndical, mais la réalité économique, c'est qu'il y a aussi un équilibre et qu'il faut aussi tenir compte de la demande. Parce que si on baisse simplement les coûts salariaux, les coûts fiscaux et qu'il n'y a pas de demande, eh bien, ça n'arrangera pas nécessairement la situation économique. Et la demande, c'est quoi? C'est évidemment des droits sociaux, c'est aussi des salaires et des rémunérations. Il ne faut pas oublier que dans la période de crise, il y a eu une stagnation, non pas du pouvoir d'achat, mais des rémunérations, qui a une hausse du coût de la vie, à la fois des hausses, par exemple, du coût de transport, l'énergie, des hausses d'impôts également. Et ça a participé de ce qu'on a appelé le ras-le-bol, qui est en réalité un ras-le-bol social un peu global. Et donc, il faut tenir compte de ça, parce que les coûts, vous l'avez dit, hein, un virage ici ou là, d'ailleurs quel qu'il soit, va engendrer nécessairement pas simplement des mécontentements, mais des inquiétudes. Où est-ce qu'on va? C'est quand même la question qui est posée. Et je dirais que moi, je pense qu'il y a déjà eu des actes qui ont été pris. Hein. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 12 milliards d'euros de manque à gagner cette année, 20 milliards l'année prochaine. On ne connaît pas encore l'efficacité. Il y a les allègements des cotisations pour la branche famille qui ont été annoncés. Il y a dans le domaine fiscal des annonces, des déclarations d'intention très fortes qui ont été portées. Par exemple, Pierre Moscovici a dit qu'il y aurait moins de contrôles fiscaux. Alors qu'en réalité, objectivement, statistiquement, il n'y en a pas tellement que ça. Hein. Il y a 50 000 contrôles fiscaux pour 5 millions d'entreprises à la TVA. Ça ne fait pas beaucoup de contrôles fiscaux en France et aux yeux de ce qui se passe à l'extérieur. On n'est pas un pays suradministré de ce point de vue-là. Et donc, c'est des signaux qui ont été envoyés. Un contrôle fiscal, c'est vraiment ce qu'on appelle un contrôle fiscal. Oui, une vérification de comptabilité. Il y en a 50 000 en France. On regarde la comptabilité d'une entreprise. Absolument, pour 5 millions d'entreprises soumises à la TVA. Ce que je veux dire, c'est que tous ces signaux-là sont également des actes. Et puis pour certains, c'est même des décisions assez coûteuses. Alors ensuite, pour revenir à la question de la confiance, il faudrait déjà regarder. C'est un problème de confiance quand les impôts ne rentrent pas, ce qui est le cas en ce moment? C'est d'abord un problème de crise, d'impact de la crise, de répartition des richesses également, de vraies difficultés pour des agents économiques. Le ras-le-bol fiscal, ça fait quelques années qu'on le voit au guichet, parce qu'il y a des ménages qui sont dans la difficulté et qui ont du mal à payer un impôt qui ne tient pas vraiment compte de leur capacité contributive, typiquement la taxe d'habitation par exemple. Donc la confiance, on la voit. Nous, concrètement, à l'accueil dans les services, parce qu'elle existe dans le sens où les personnes, les contribuables viennent nous trouver. Il y a un discours de l'administration fiscale de la relation de confiance, c'est ce qui est porté en ce moment. On verra ce que ça peut donner. N'oublions pas de préserver un certain nombre d'équilibres non plus. Désormais, une entreprise française ou étrangère pourra valider avec l'administration fiscale les règles qui s'appliqueront à elle pour son investissement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut négocier individuellement, notamment quand on est une entreprise étrangère, ses impôts? Est-ce que c'est ce que vous avez compris comme moi? Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est la phrase clé de l'intervention présidentielle aujourd'hui. C'est toute l'ambiguïté de cette phrase, puisqu'il y a des procédures qui existent, ça a été dit, les procédures de rescrit, qui d'ailleurs ont tendance à se développer pour des raisons de sécurité juridique. Les agents économiques, les entreprises veulent savoir si ce qu'ils font, en clair, est-ce qu'on est dans les clous ou pas? Oui. Et donc si on est dans les clous, l'administration le valide, et au moins le schéma ne peut pas être... Je tourne vers vous pour vous dire... Voilà, ça existe, ça devrait manifestement être étendu, notamment social. Après... Désormais, une entreprise française ou étrangère pourra valider avec l'administration fiscale les règles qui s'appliqueront à elle pour son investissement. Et alors,
autre point, c'est que l'administration fiscale et le ministère et Bercy, en clair, travaillent sur ce qu'on appelle la relation de confiance, qui va aussi dans cette orientation-là, à savoir que lorsqu'une entreprise se développe, eh bien, elle va voir Bercy. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est arriver à une négociation individualisée en fonction des rapports de force. C'est bien ça qu'il nous faudrait. Alors attendez, donc, je repose ma question. On peut négocier ou pas, déjà, aujourd'hui ? Non, on peut valider un schéma au regard des règles. Tout simplement parce que... Excusez-moi, ça veut dire quoi valider un schéma au nom des règles? Si vous pouvez me donner un exemple, enfin voilà, que même ça, c'est pas me citer l'entreprise, mais de quelque chose qui se fait pour qu'on puisse comprendre. Mais imaginez que lorsque vous avez des relations avec une entité placée à l'étranger, vous avez ce qu'on appelle des prix de transfert. Des prix de transfert, c'est-à-dire vous allez acheter des biens ou des services à une de vos filiales placées à l'étranger. Eh bien, une entreprise peut tout à fait venir voir l'administration fiscale, j'allais dire nous voir, en disant, voilà, je compte facturer ou au contraire payer tel bien ou tel service selon telle méthode. L'OCDE a produit des normes notamment. Est-ce que vous me le validez? En clair, est-ce que vous n'allez pas venir me contrôler pour d'ailleurs remettre en cause mon schéma? Lorsque l'administration fiscale s'engage pour un certain délai, si les termes du contrat sont respectés, elle ne peut pas le remettre en cause. Donc ça existe déjà. S'il y a une extension de ça, il faut arriver à ce que la loi s'applique éventuellement, j'allais dire en amont, que l'entreprise se prémunisse, fournisse des informations à l'administration fiscale pour valider une opération donnée, un schéma donné. Et si c'est validé, eh bien l'entreprise peut partir tranquille. Si c'est uniquement dire « je veux négocier mon impôt », alors on va retrouver des inégalités. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le rescrit est une formule qui fonctionne très bien. Mais il ne faut pas se tromper sur le mot négociation ou discussion. Ce qu'on peut négocier ou discuter, ce n'est pas un taux d'imposition, ce n'est pas un taux de remise, c'est l'application de tel sous-alinéa, de tel règlement ou de tel élément de la jurisprudence. Donc on va voir l'administration. Là aussi, donnez-moi un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Je dis n'importe quoi, si on est taxé à 30, on est taxé à 30. Je vous donne un exemple très précis qui intéresse le secteur dans lequel je travaille, c'est-à-dire la presse. Oui, une partie de la presse est taxée à la TVA. On se dit qu'il y a assez d'alinéas pour pouvoir slalomer quand même. À 2,1%. 2,1%, c'est le taux de TVA pour le journal papier. Ouais. 19,6 c'était, et maintenant 20%, c'était le taux de TVA pour la presse en ligne. La même chose, mais sur Internet. Bon. Un certain nombre de groupes ont jugé qu'ils pouvaient, d'autorité, appliquer 2,1%. D'autres ont dit c'est assez dangereux d'appliquer la TVA réservée au papier à tout ce qui est Internet. Et donc, je vais voir l'administration fiscale et je lui dis, écoutez, voilà, je fais 95% de mon chiffre d'affaires sur le papier, taux 2,1%. Je fais 5% de mon chiffre d'affaires sur Internet. Est-ce que c'est sur ce chiffre d'affaires-là que je dois taxer 20%? Et donc, vous voyez bien qu'on peut discuter. La réponse est oui, j'imagine. Ça se discute. Et donc, Sauf si vous camouflez vos chiffres en faisant passer de l'un à l'autre. Voilà. Une fois que vous avez un rescrit, l'administration fiscale, en fait, est engagée. Là où je pense que la position de François Hollande est extraordinairement ambiguë, c'est qu'il dit ça engagera l'administration pour la vie de l'investissement, mais sûrement pas. Ça engage l'administration sur la manière dont on va traiter l'investissement au moment où il se réalise. Mais comment pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un avis de l'administration va s'imposer à une loi future? Ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel, par exemple, n'acceptera jamais ça. Autre problème dont je ne vois pas la solution, il dit on va étendre le principe du rescrit au social. Mais la différence entre le social et le fiscal, c'est que dans le social, il y a des tiers. Il y a par exemple des syndicats. Imaginez un investisseur étranger qui vient en France et qui dit « Bon voilà, j'ai un problème social, je vais créer tel type d'emploi. Je sais que la loi interdit d'avoir tel taux de cotisation pour le temps partiel. Je voudrais le faire quand même. » L'administration donne son autorisation. Mais on peut très bien imaginer qu'un syndicat dise « Attendez, stop, c'est illégal et je vais, quelle que soit la décision de l'administration sociale, me retourner contre l'investisseur. » et le traîner devant la justice. Des débats type ouverture le dimanche où un syndicat peut faire fermer... Exactement. Et donc je pense que cet engagement verbal, là on est toujours dans les paroles par rapport aux actes, ça ne tient pas. Agnès Verdier-Molinier. La question qui se pose quand on écoute le président de la République, c'est est-ce qu'il va ouvrir justement la voie aux négociations au cas par cas? Est-ce que c'est mal? On parle toujours d'égalité. La question c'est aussi, est-ce qu'on crée des emplois? Est-ce qu'on attire des investisseurs? C'est le sujet aujourd'hui. Est-ce que finalement, à un moment ou à un autre, on crée de la richesse? Si, pour, par exemple, garder des emplois de grandes firmes internationales et régler des cas comme ceux de Google ou Yahoo ou Amazon, il faut avoir une négociation au cas par cas, est-ce que vraiment ça doit être choquant? Je ne sais pas. Si d'autres pays, comme ça, c'est que vous pensez que ça ne l'est pas, vous. D'autres pays, comme par exemple la Suisse, sont beaucoup plus... Mais c'est quand même la porte ouverte à plein d'abus, hein, moi je vous le dis.
Non, mais Oui. c'est une question qu'il faut aussi se poser. Est-ce qu'il faut toujours voir les choses en termes d'égalité ou est-ce qu'il faut voir les choses en termes de capacité du système à se remettre en question et à produire de l'emploi marchand, à produire de la richesse? Aujourd'hui, on incite, on l'a vu, certains à décider de ne pas embaucher en France. Quand on discute un peu avec les patrons en off, ils nous disent « j'embauche partout, sauf en France ». Voilà ce qu'ils disent. C'est ça la réalité. Donc la question, c'est peut-être d'être aussi... Vous voulez dire patron étranger ou tout patron français et étranger? Patron de boîtes qui ont des implantations très importantes dans les pays autour de la France notamment, et qui font souvent leurs chiffres à plus de 80% hors de France. Donc il y a une question. Il y a peut-être des règles aussi à établir sur les entreprises internationales. Il y a eu beaucoup de questions ces derniers temps sur Google, sur Amazon, etc., qui n'ont pas été vraiment réglées. Il faut qu'on se pose ces questions de manière ultra pragmatique. Virginie Martin. Il me semble quand même qu'au nom justement de l'emploi marchand, on ne doit pas non plus tout sacrifier et aller jusqu'à une ultra flexibilité de l'État qui dit quand même la règle, qui dit quand même le droit et qui dit quand même la loi. La loi s'applique au plus grand nombre et c'est très bien comme ça. Et c'est tout de même in fine ce qui fait société, ce qui fait commun et ce qui fait la politique et ce qui fait une nation, un pays, une Europe, enfin une Union européenne, etc. Donc le cas par cas me paraît être quelque chose de politiquement, en termes de philosophie politique, excessivement dangereux. En revanche, sur les mots de François Hollande, on lui reproche tout de même depuis des mois de ne pas comprendre le diagnostic, de ne pas faire le bon diagnostic en termes de fiscalité, à savoir de travailler sur la lisibilité du système fiscal français, de sa pérennisation, parce que c'est insupportable, effectivement ça change tout le temps, il n'y a pas de pérennité, et de sa simplification. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y travaille pas, il essaye de le rendre autant que faire se peut, plus pérenne, plus lisible et donc plus simple. Donc ça va tout de même dans le bon sens. Maintenant, effectivement, il faudra que les actes suivent. Mais en tout cas, en termes de diagnostic et de discours, je sais que ce n'est pas suffisant et je suis d'accord avec vous, ça va dans le bon sens de la simplification, pérennité et stabilité, in fine, de notre système. On va parler encore impôts, et ce, bien au-delà des entreprises qu'elle s'appelle Google, comme vous venez de le rappeler il y a quelques instants, ou Amazon. Le spécialiste de ces questions au Parti socialiste s'appelle Christian Eckert. Il est député de Meurthe-et-Moselle et spécialiste en quelque sorte des ballons d'essai. Taxation des œuvres d'art, fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, taxe sur le diesel ou sur l'épargne. Dernière idée en date, la refonte de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Bref, un surdoué de la taxe qui pourrait ne pas amuser tout le monde. Maxime Vauthier. L'économie, ça ne se pilote pas comme un hors-bord, hein, c'est plutôt un paquebot qui met un peu de temps à changer de cap. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est un paquebot qui navigue dans une mer qui est forcément large et qui est soumis aux intempéries qui sont les mêmes pour tout le monde. Christian Eckert, rapporteur du budget, ou ce capitaine vertueux en mission pour remplir les caisses de l'État. Depuis plusieurs mois, le député fait la traque au déficit public et passait maître dans le lancer de ballons d'essai. En 2012, il s'attaquait au marché de l'art, espérait pouvoir l'intégrer dans le calcul de l'ISF. Il y a parfois des gens qui utilisent les œuvres d'art comme étant des éléments de placement pour faire des placements, des plus-values. Le régime des plus-values sur la revente des œuvres d'art est un régime très favorable, qui est beaucoup plus favorable que ceux sur l'immobilier, par exemple. On n'y touche pas. Ceci dit, on considère que par le biais de l'ISF, il peut y avoir une contribution. Il ne s'agit pas là d'une bombe, il s'agit d'une contribution légitime et solidaire dans le cadre d'une fiscalité équilibrée. Fronde du lobby de l'art, l'amendement est enterré quelques semaines plus tard. Autre cible d'Eckert, l'épargne des Français. Les plans d'épargne logement ou certains gros contrats d'assurance vie. Le rapporteur milite pour une nouvelle taxation unique de ces placements à hauteur de 15,5%. Gain espéré pour l'État 600 millions d'euros. Quand on a un dispositif ancien qui bénéficie d'avantages, on va dire, excessifs, il est quand même normal de les aligner sur les autres. Grogne des épargnants, rétropédalage du gouvernement. La mesure ne touchera au final que les plus gros contrats d'assurance vie. Toujours dans cette quête d'argent frais pour l'État, Christian Eckert a raboté le plafond du quotient familial, le faisant passer de 2 000 à 1 500 euros. Pour les familles les plus aisées, la note est salée,
Mais le choix est assumé. Quand on a des enfants, il est nul pour celui qui ne paye pas d'impôts, il est faible pour celui qui en paye peu, et il est grand, parfois énorme, pour celui qui a de très gros revenus et donc des impôts plus importants. Ce plafonnement est une mesure tout à fait juste et assumée. Une réforme de la politique familiale dans son ensemble qui devrait rapporter près de 2 milliards à l'État. Mais aujourd'hui, c'est peut-être du côté de la CSG que lorgne le rapporteur du budget. Cet impôt directement prélevé sur nos fiches de paye est le plus lucratif pour l'État. Il lui rapporte chaque année 90 milliards. Une bonne raison de s'y intéresser. Christian Eckert souhaite le fusionner avec l'impôt sur le revenu pour plus de clarté. Les impôts sur le revenu, les contributions sociales, la TVA, tout ça commence à être un peu mal compris et mal perçu. Et c'est donc une forme de réponse à cette interrogation que certains appellent même de l'angoisse fiscale des Français aujourd'hui. Une angoisse fiscale qui continue d'être alimentée. Bercy s'attaque aujourd'hui à la réforme de la fiscalité locale. Et beaucoup de Français craignent déjà une envolée des taxes foncières et d'habitation. Que pensez-vous de la déclaration du sénateur PS qui qualifie d'enfumage la politique économique de François Hollande, nous demande un téléspectateur. Puis on va revenir sur ces questions d'imposition qui nous intéressent. L'enfumage ? Je crois que c'est un sénateur, c'est Gaëtan Gors, sénateur PS, qui dit ça. Effectivement, lui, il a une thèse qui est effectivement très simple et intéressante. Il dit, au fond, tout ça, est un peu ce que je vous disais au début, c'est fait pour faire oublier les échecs successifs. Le dernier en date, l'inversion de la courbe de chômage. Il n'a ni les moyens, ni même l'intention, le président de la République, d'appliquer cette baisse de la dépense publique. En l'occurrence, Gaëtan Gors cible les 50 milliards de promesses de baisse des dépenses publiques d'ici la fin du quinquennat. Et donc, lui le connaît bien, c'est quelqu'un qui connaît bien François Hollande, connaît bien ses méthodes de gouvernement. Et il démontre, c'est un papier assez cruel en réalité, venant de quelqu'un du camp de François Hollande, il démontre à quel point François Hollande n'a ni les moyens, ni n'a jamais eu l'intention d'appliquer ce genre de promesses. Mais est-ce qu'il ne s'auto-convainc pas en réalité? Parce que quand on lit ce qu'il dit, c'est un peu ambigu. J'ai l'impression qu'il y a aussi toute une partie du camp socialiste qui a envie de se persuader du fait que finalement il n'y aura pas les baisses de dépenses, il n'y aura pas les réformes, il n'y aura pas les suppressions de strates locales, on n'ira pas jusqu'à cette idée d'attractivité, de baisser la fiscalité. Vous êtes peut-être en train de donner une partie de l'explication de cette prise de parole. Oui, il y a, à mon avis, à l'intérieur du camp du président, des affrontements terribles en ce moment qui tirent de chaque côté. Et la sensation qu'on a, c'est qu'il a une véritable envie de réformer et de changer de cap. Et qu'en même temps, il est tiraillé à l'intérieur par ces camps qui finalement ont peur aussi du verdict des urnes. N'oublions pas qu'on a les municipales qui arrivent très prochainement et que ces 50 milliards d'économies, nous on est en train de les chiffrer à la Fondation IFRAP, on le fait tous les jours dans la presse, ces 50 milliards d'économies, il va falloir faire des réformes courageuses pour y arriver. Ça ne se fera pas sans réforme de fond, ça ne se fera pas sans suppression de strates publiques, de direction, sans que l'État finalement se reconcentre sur ses missions régaliennes, sans qu'il y ait une véritable réorganisation des missions entre les différentes collectivités locales, sans suppression de postes aussi, pas forcément des licenciements, mais des non-remplacements de départ en retraite. Et on le voit, il y a du mal encore à sortir de véritables propositions concrètes. Il y a eu plusieurs conseils stratégiques de la dépense publique. Il n'en est rien sorti en termes de véritables propositions vraiment de mesures concrètes, clairement perçues et comprises. Identifiables par les Français. C'est comme ce qu'il fait aujourd'hui sur l'attractivité. Il y a une série de mesures qui sont gadgets. Mais la question de redonner confiance à l'investisseur, ce serait tout simplement, Nicolas Bétou l'a évoqué tout à l'heure, supprimer la taxe à 75%. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Ça coûte quoi? 150 ou 200 millions d'euros. Ce serait un véritable signal. Christian Eckert parlait tout à l'heure des mesures qui permettent d'avoir des œuvres d'art qui ne sont pas taxées à l'ISF. Dire qu'on supprimerait la taxation à l'ISF de tout investissement dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit
sa taille. Aujourd'hui, c'est valable pour les PME, mais pas pour les entreprises de taille intermédiaire. Ça, ce serait des signaux hyper forts. À côté, on a des gadgets. Je reviens à mes impôts. On a compris qu'on avait quelqu'un qui était... Moi, le jour où je ne trouverai plus d'argent dans mon ourin, je ferai venir Christian Eckert, je lui dirai, il va me trouver quelque chose quand même, ça j'en suis sûr. Il y a des idées intéressantes, certaines qui font frémir un certain nombre de ceux qui nous écoutent. Je m'arrête un instant quand même sur la possible refonte de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. En gros, aligner sur les impôts, sur l'impôt sur le revenu, entre autres aussi la CSG, tout ça, est-ce qu'on fait tourner les machines de réflexion autour de ces questions en ce moment à Bercy, et est-ce que c'est quelque chose, je dirais, qui est dans la nature de votre métier ? Ah oui, mais alors les ordinateurs, si j'ose dire, tournent, mais aussi les cerveaux, et pas qu'à Bercy, chez les parlementaires également. Il y a périodiquement des rapports qui sortent sur la question. Simplement, le sujet est tellement explosif que pour l'instant, personne n'a encore procédé à une refonte des impôts locaux. Il faut voir que le principe, c'est quoi? C'est que il date de 1970. C'est que la taxe d'habitation et la taxe foncière sont calculées sur la valeur locative cadastrale. Alors, la valeur locative cadastrale, c'est le loyer théorique d'un logement que vous habitez. C'est ça. Après, il y a toute une classification, donc je passe sur les détails techniques, mais pour arriver à une surface pondérée, il y a un tarif, il y a des abattements. Vous voyez, ça commence à devenir un peu complexe. Mais ça veut surtout dire, c'est que comme ça date de 1970, tout logement qui se crée ou qui est rénové aujourd'hui est classé en fonction de locaux de référence qui datent de 1970. Donc c'est un peu obsolète. Et puis le parc immobilier a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'absolument illisible, très injuste, et on a additionné les correctifs. Au début des années 2000, le gouvernement Jospin à l'époque avait intégré la question déjà du revenu, pour que les plus modestes ne soient pas trop pénalisés, mais aujourd'hui on est à quelque chose qui est totalement illisible et injuste. Et d'ailleurs, on voit bien que des personnes qui sont en difficulté aujourd'hui sollicitent par exemple des demandes de remise gracieuse parce qu'ils ne peuvent pas faire face à un impôt qui augmente également parce qu'il y a des transferts de compétences. Donc ça, c'est le paysage, et depuis longtemps, il y a une réflexion qui est de dire, est-ce qu'on continue que sur une valeur vraiment foncière? Est-ce qu'on glisse sur le revenu ou est-ce qu'on fait un mix des deux? Ça, c'est au mois d'avril que ça sera annoncé. Vous employez un terme qui est très important et que je comprends, qui est le mot justice. Mais je voudrais savoir, c'est lorsque vous dites il faut, parfois, on peut essayer de trouver des opérations ou un fonctionnement de nos impôts qui aboutissent à plus de justice, c'est plus de justice ou tout simplement faire rentrer plus d'argent dans les caisses? Et, je veux dire, est-ce que l'un peut éventuellement aller sans l'autre? Vous comprenez ce que je veux dire? On peut imaginer une imposition qui progresse en termes de justice, mais pas forcément en masse. Ça fait, je suis pas en train de... c'est pas mon grand fantasme de... Mais il y a des impôts qui font l'inverse également, qui sont très rentables sans être tous contribuables. Non, mais s'agissant de la taxe d'habitation, c'est explosif. Et d'ailleurs, en 1990, il y avait une réforme qui procédait à une révision des bases qui n'a jamais été mise en place, tout simplement parce qu'elle faisait beaucoup de perdants. Et aujourd'hui, il faut que le savoir, c'est que la réflexion autour de la question du revenu n'est pas nécessairement de savoir si la taxe d'habitation sera calculée sur le revenu. C'est de savoir si la taxe d'habitation, par exemple, pourrait évoluer plus vite ou pas en fonction du revenu. Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément inintéressant, parce qu'on a aujourd'hui la preuve que parfois la taxe d'habitation notamment a évolué beaucoup plus vite que le revenu et que ça a mis des ménages en difficulté. Oui, certainement. Et mais plus fondamentalement, et c'est la partie un peu technique, c'est qu'on a aujourd'hui déjà ce qu'on appelle une révision des bases pour les locaux professionnels. Quand Nicolas Sarkozy a supprimé la taxe professionnelle, l'a remplacée par la contribution économique territoriale, c'est une contribution avec plusieurs facettes. Il y a une facette foncière, la contribution foncière des entreprises. Et il y a actuellement une révision des bases des locaux professionnels. Donc ça sera très intéressant, c'est généralisé l'année dernière, de voir ce que ça a donné, parce que c'est une nouvelle méthode qui tient compte plutôt des loyers, donc qui colle un peu plus à la réalité économique. Simplement, on n'est pas encore sûr de la qualité de la révision des bases. Et c'est peut-être cette méthode qui serait retenue, alors pas avant 2018-2020, peut-être plus, pour les locaux d'habitation. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que pour l'instant, ce qu'avait dit, et c'est la loi de finances de 2010 qui a voté ce principe-là, c'est qu'on commencerait par les locaux professionnels avant de venir sur les locaux d'habitation. Et moi, on peut se demander si ce qui a été annoncé en matière de revenus n'est pas en réalité une espèce déjà de correctif par anticipation d'une réforme qui va faire bouger les lignes. Nicolas Béteau. D'abord, une réflexion sur la justice fiscale. Vous remarquerez, faites l'exercice dans les prochaines annonces, les semaines et les mois qui viennent, qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle à annoncer en matière fiscale, c'est sous le sceau de la justice. C'est toujours au nom de la justice fiscale qu'on réforme des impôts. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour faire passer des hausses de prélèvements. Donc justice fiscale égale en général plus d'impôts.
autre réflexion sur la taxe d'habitation. Le bouclier fiscal, c'était différent, c'était déjà annoncé sous le sceau de la justice fiscale. C'était pas une hausse. Sous le sceau de... c'est une mesure qui avait été prise à l'origine par la gauche, qui était de dire, à partir d'un certain moment, on ne doit plus capter les revenus au-dessus d'une certaine proportion. Les gens ont le droit de bénéficier, enfin d'utiliser les revenus qui sont les leurs. Sur le problème de la taxe d'habitation et de toutes ces réformes, ce que dit Vincent Drezet est très intéressant parce que c'est une démonstration absolue de l'invraisemblable complexité de ce genre de réforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance de faire une telle réforme dans un contexte de hausse ou même de maintien des impôts. Ça ne peut se faire que si on baisse les prélèvements. Pourquoi? Parce que, en particulier dans les affaires de taxes d'habitation, de tout ce qui est lié au logement et aux revenus, vous avez toutes les chances d'avoir un certain nombre de gens dont la taxe va augmenter et qui vont se faire entendre 10 fois plus que ceux qui auront une baisse de leur taxe d'habitation, qui jugeront ça tout à fait légitime et qui ne le diront pas. Et donc, je pense que ce genre d'exercice ne peut se faire que dans le cadre d'une baisse des impôts. Et deux, ce genre d'exercice qui concerne des impôts locaux ne peut se faire que dans le cadre d'une baisse sévère des dépenses des collectivités locales. Et donc, dans le cadre d'une refonte de ce qu'on appelle le millefeuille de l'administration territoriale française. Et donc, vous voyez que ce n'est pas pour demain. Vous voulez ajouter une dernière chose? Oui, non, mais ce qui est amusant, c'est que dans le budget 2014 présenté l'année dernière, on a vu que finalement, déjà, l'État anticipait des hausses de fiscalité locale pour à peu près 0,4 points de PIB. Donc, on sait très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'État dit je vous donne une dotation globale de fonctionnement moins importante de 1,5 milliard en moins par rapport à l'année d'avant. En même temps, il compense un peu en direction des départements et des régions. Mais ceux qui devraient faire un effort en particulier sur les dépenses, c'est plutôt les communes, parce qu'elles dépensent plus de 127 milliards de dépenses par rapport à 240 de dépenses locales. Donc on voit bien que ce sont elles qui ont la plus grosse masse de dépenses. On voit bien aussi que ce sont elles qui vont être tentées d'augmenter notamment la taxe d'habitation. Et que là, on est en train d'essayer de leur trouver une porte de sortie pour les augmenter. Donc tout le discours qu'on est en train de décrypter en ce moment, c'est-à-dire les 50 milliards d'économies, ce sera l'État, ce sera les collectivités locales, ce sera la sécurité sociale. Et l'annonce faite que réitérée que les impôts n'augmenteraient pas. Que les impôts n'augmenteront pas. On est en train de tout préparer pour que justement les collectivités locales et notamment les communes soient en mesure d'augmenter la fiscalité. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a quelque chose qui est parfaitement... un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté l'État fait des grandes annonces en disant que tout le monde va participer à la baisse de dépenses, et de l'autre, où sont les engagements de ceux qui représentent les collectivités locales? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une contractualisation entre l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales pour dire nous nous engageons tous, par exemple les partenaires sociaux dans le paritarisme, sur les cotisations par exemple pour financer les retraites ou autres, nous nous engageons tous à faire un moratoire sur les hausses de fiscalité? Pour l'instant, personne ne s'est engagé à part l'État. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'État va transférer ses dépenses et puis on va avoir des hausses, notamment au niveau local. Et cette idée permanente de dire il y a une inéquité dans le système, donc on va dire finalement, celui qui gagne beaucoup d'argent mais qui était en train de faire des économies... Je ris parce que je me disais, elle est en train de m'expliquer finalement qu'il a filé le problème du chômage, je parle du président de la République, au patron, et celui des impôts aux collectivités locales. Un petit peu. La difficulté, c'est qu'il n'y a aucun objectif à terme pour les collectivités locales en termes de véritable fusion, en termes de nombre de personnel, en termes de masse salariale, en termes de dette, et elles n'ont rien signé à aucun moment. Donc là, il y a quelque chose que nous demandons, c'est que les collectivités locales s'engagent à ne pas augmenter la fiscalité. Troisième reportage, et je vous donne la parole juste après, pour le président de la République. Le flirt, en tout cas, avec l'entreprise n'est pas pour l'instant porteur de bons sondages. C'est évident. Il reste scotché aux alentours de 20% d'opinion favorable. C'est le cas notamment à l'IFOP. Et c'est bien sûr sa gauche que les dégâts sont les plus importants. Nous l'évoquions il y a quelques instants. S'il reste majoritaire à 56% chez les sympathisants socialistes, la situation est beaucoup plus grave dans les autres familles de la majorité et de la gauche. Et c'est bien sûr la question du chômage, sur la question du chômage que le chef de l'État sera attendu et jugé. Sarah Sisman et Pierre Dehorne. Reçu en grande pompe à Washington la semaine dernière, une parenthèse enchantée pour François Hollande, qui peut même s'offrir un bain de foule sans craindre les huées. Mais dès son retour à l'Élysée, c'est un climat moins clément qui l'attend.
Un climat de désamour que lui témoignent les Français. À moins de 2 mois des municipales, François Hollande n'est plus qu'à 20% d'opinion favorable. Son deuxième score le plus bas depuis son élection. Ras-le-bol fiscal, augmentation de la TVA, mais surtout échec du président à inverser la courbe du chômage, comme il s'y était engagé, absence de perspective. Au-delà de cette grille économique et sociale, le récent retrait du projet de loi famille a fait du mal. Ça a réactivé la grille d'un François Hollande hésitant, reculant, cédant à des atermoiements, incapable de tenir un cap. Un président qui donne l'impression de reculer face à la rue et face aux forces réactionnaires. Du coup, les dégâts sont importants à gauche. 3/4 des sympathisants du Front de gauche se disent mécontents, de même que 2/3 des écolos. Plus grave, près de la moitié des sympathisants PS n'hésitent plus à clamer leur colère. Et selon Marie-Noëlle Lienemann, cela n'a rien d'étonnant. Globalement, le sentiment de bon nombre de militants et de socialistes, c'est qu'il n'y a pas de grande différence entre la politique économique, stratégique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy. Et donc, il est urgentissime qu'il retrouve l'élan du Bourget, la logique qu'il nous avait présentée pendant la campagne, dont je reste persuadée, comme beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, que c'était la bonne, qu'elle était équilibrée, qu'elle n'était pas ultra-gauche, mais qu'elle était une voie nouvelle pour la France. Pour le moment, le gouvernement semble retrouver la voie des couacs et des bourdes. Dernier exemple en date, le gel de l'avancement des fonctionnaires, annoncé par Bruno Le Roux sur un plateau télé. Aussitôt démenti sur les ondes par un Premier ministre furieux. On n'est pas dans le concours Lépine, des économies, ceci, cela, tous les matins on en sort une nouvelle. Jean-Marc Ayrault qui a dû s'engager par écrit auprès des syndicats. Mais rien n'y fait. Cette semaine, le Hollande bashing est de retour. Des sous-doués au pouvoir, au couple à la dérive, Matignon est décrit comme une terre d'enlisement où les grandes gueules du gouvernement défient l'autorité du Premier ministre, lui-même court-circuité par l'Élysée sur tous les dossiers. Il y a beaucoup de commentaires qui sont injustes. D'ailleurs, je connais tout ça assez bien pour savoir que quelquefois ça se retourne assez vite. Désordre à l'intérieur du gouvernement, mais aussi à l'extérieur, car même les partenaires en rajoutent. Vous trouvez que Arnaud Montebourg est un ministre dangereux ? Il est impuissant. Ce que je reproche c'est qu'il est plutôt inutile en réalité. Opinion en berne, majorité éclatée. Rarement sous la Ve République, un président et son gouvernement auront abordé des élections locales aussi difficilement. Une question qui élargit un petit peu le problème, mais je vous la pose, Virginie Martin. La question de téléspectateurs ou de téléspectatrices. Le temps d'apprendre à gouverner, il est déjà trop tard. 3 petits points. François Hollande n'est-il pas rattrapé par le quinquennat ? C'est la question de la durée et de la prise de décision dans la durée. De toute façon, le quinquennat oblige en effet à être dans des périodes électorales sans cesse, et en plus, à cela s'ajoutent les élections intermédiaires que nous allons connaître là, que sont les municipales et les élections européennes. Finalement, on est en calendrier électoral tout le temps. Et donc, effectivement, ça va très vite. Et je suis assez d'accord. Est-ce que le temps d'apprendre finalement le tempo, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Je trouve que la question est assez pertinente. Mais en plus, on le voit très bien dans le reportage, les marqueurs de gauche que devraient être ceux de François Hollande. Marie-Noëlle Lienemann rappelle le Bourget, avec l'adminis et la finance, etc. À un moment donné, François Hollande fait quand même une campagne très à gauche pour gagner. Et on oublie finalement que François Hollande, c'est quand même le fils spirituel idéologique un peu de Jacques Delors pour faire vite, c'est un social-démocrate et on a tendance à l'oublier. Et finalement tout le monde se dit c'est fabuleux, il a dit que l'ennemi c'était la finance, on n'est pas si loin de chez Mélenchon et finalement il y a des amalgames qui se font comme ça. On voit aujourd'hui finalement le HEC-ENA qui se réveille, le fils idéologique de la social-démocratie et qui se réveille et qui évidemment ne plaît pas du tout ni chez Europe Écologie Les Verts et encore moins évidemment au Front de Gauche, tous les sondages le montrent. L'autre problème, alors sur la question sociale et économique, c'est évident. Mais l'autre problème, je trouve, c'est que les marqueurs de gauche, que sont par exemple les questions de genre, des études de genre, les questions de PMA, de GPA, toutes ces questions-là, même celles-ci, quelque part, où
La société, la famille. Voilà, la société, la famille, mais aussi, par exemple, une proposition qu'il avait faite, une promesse qui était le droit de vote des étrangers aux élections locales. Là-dessus, il recule aussi, enfin, il ne recule pas, il n'en parle plus jamais. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des marqueurs de gauche qui pouvaient tout de même encore un peu rassurer, si je puis dire, la gauche de la gauche, qui pouvait dire, OK, économiquement, on est un peu coincé, on n'a pas trop le choix, il faut un peu céder du terrain, mais pourquoi sur les marqueurs, finalement, voilà, du libéral de gauche, le libertaire de gauche, un petit peu, si je puis dire, et de progrès, ces forces de progrès-là, tout d'un coup, là aussi, tout d'un coup, il y a un stop, et par crainte, évidemment, que les forces conservatrices créer finalement des polarisations trop importantes et fasse basculer tout ça dans la droite, dans l'extrême droite, et donc on se tait et on arrête. Et là, tout d'un coup, ça pose un sacré problème, parce que si la gauche n'est plus tout à fait à gauche d'un point de vue économique, mais qu'elle n'est plus non plus tout à fait à gauche d'un point de vue sociétal, familial, symbolique, etc., là, on perd un peu le nord, quoi. Nicolas Béthou ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que François Hollande est piégé par un calendrier électoral trop séquencé et frénétique. Il a eu 2 ans. Il a eu 2 ans. Tous nos présidents, depuis que le quinquennat est en place. Bien sûr. Enfin, là, il a eu 2 années entières, 2 années entières pendant lesquelles il a admis, maintenant à plusieurs reprises, avoir sous-estimé la crise et probablement s'être trompé de politique au moment où il l'a lancée. Ce qui est certain, c'est que prendre le risque de changer complètement de politique. Je voulais juste vous faire remarquer que dans la question, peut-être ce qu'il fallait retenir aussi, c'est qu'il avait fallu 2 ans pour faire l'apprentissage du pouvoir. Et alors, tout à l'heure, Virginie Martin nous disait, finalement, pour redevenir ce qu'il est, ou ce qu'on a toujours cru comprendre de ce que sont ses engagements et sa vision du monde, quelle qu'ait été la campagne, etc. etc. Et maintenant, d'une certaine façon, il devient quasiment trop tard pour mettre en place ce qu'il aurait pu faire dès le début. Je pense 2 ans de perdu. C'est trop tard pour 100 jours pour réformer la France, me montre. C'est trop tard pour au moins une bonne raison, c'est qu'ils ont fait une erreur de diagnostic dès le début, probablement une erreur un peu de vanité. Je vous rappelle que François Hollande s'était engagé à faire renégocier le traité européen, qui était une des clés de toute l'articulation de sa politique économique. Évidemment, 3 jours après son élection, il y renonce. De la même manière, mais ça c'est juste pour l'anecdote, il voulait imposer aux Chinois de réévaluer leur monnaie. Donc vous pensez bien qu'on en rigole encore à Pékin. Mais plus fondamentalement, enfin, je veux dire, c'est quand même un signal incroyable. Plus fondamentalement, il s'est trompé de politique et parce qu'il accumule les contre-résultats, il est obligé de changer de politique. Et ce qui fait qu'il le fait à un moment où il a perdu la confiance de son électorat. Quand on détaille les chiffres, Frédéric Dabi le soulignait il y a un instant, on a 20% de satisfaits, ce qui est évidemment très faible. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 79% de gens qui sont mécontents, dont la moitié sont très mécontents. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de place pour des gens qui n'ont plus d'opinion ou qui attendent, qui vont voir si, etc. Quand on regarde catégorie par catégorie, certes, la gauche de la gauche est extrêmement mécontente, pour les 3/4 d'entre elles. Mais chez les ouvriers, on est à 17% de popularité. C'est rien. Chez les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, 11% de Français sont satisfaits. Donc vous voyez bien qu'il a attendu très longtemps avec des énormes erreurs dans la pratique, dans l'art de gouverner, qui sont des erreurs de quasi débutants. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens disent que les ministères sont mauvais, les cabinets sont pas au niveau de ce qu'ils devraient être. Des erreurs dans l'art de gouverner, une erreur dans le diagnostic politique et au moment où sa confiance s'est terriblement érodée, il change et il déçoit ceux qui, comme le disait Virginie Martin, devraient être ceux qui le soutiennent fondamentalement politiquement. Et donc, on en est là où... Et probablement, ça va continuer à dériver. La prochaine étape, c'est de savoir s'il passera en dessous des 20%. Vraiment court, Oui. s'il vous plaît, si j'ai des questions SMS. Non, la sensation qu'on a, c'est qu'on a perdu énormément de temps. Nous, on avait sorti une étude 100 jours pour réformer la France, où il y avait tout dedans, un plan start-up, toutes les choses qui sont en train d'être reprises plus ou moins pour justement attirer les investisseurs étrangers, faire que les entreprises embauchent, etc. Eh bien, on l'avait dit à l'époque, tout avait été déjà évalué. Et à l'époque, François Hollande nous avait dit, mais quelle exigence! Quelle exigence! Et alors, finalement, aujourd'hui, on est au pied du mur et on se dit, est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va aller faire ces réformes? Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il va caler? Et donc, c'est là qu'il faut absolument pousser pour dire, oui, allez-y, parce que sinon, on ne va pas renouer avec l'emploi, on va conserver ce chômage de masse et on n'arrivera pas à résoudre le problème des déficits. Question SMS. En dessous de 20%, nous dit un téléspectateur ou une téléspectatrice, François Hollande conserve évidemment sa légitimité. Pour autant, conserve-t-il toute sa liberté d'agir?
Virginie Martin. Non, bien sûr que non, mais il faut voir aussi, aujourd'hui, avec le système électoral qui est le nôtre, que le socle de légitimité électorale de tous nos élus est un socle tout petit tout de même. Quand on fait les ajouts des abstentionnistes, de ceux qui votent blanc, nul, ceux qui ne vont pas voter, ceux qui votent aux extrêmes, et des partis non gouvernementaux, etc., finalement, au départ, le socle de légitimité est tout petit. Donc, il est légitime, bien sûr, puisqu'il est élu, mais nos contraintes électorales font que finalement ces présidents, mais ces présidents aussi de conseils généraux, régionaux, etc., sont élus de toute façon avec des socles minimums. Et ça, il va quand même falloir un jour se poser la question sur notre démocratie à la française, qui doit absolument se réveiller là-dessus et se poser les bonnes questions. C'est pour ça que le mot confiance est important. Et c'est pour ça que le mot confiance est capital. Et aujourd'hui, bien entendu, comme vous le disiez très justement, comment fait-il avec moins quasiment de 20 selon certains sondages, il est à 19, oui. Comment on continue à... Certes, on est légitime techniquement, mais est-ce qu'on est légitime dans le cœur et dans l'enchantement des Français? C'est une autre histoire. Vincent Drezet. Mais en 2 mots, ça prolonge l'échange qu'il y a eu auparavant. Aujourd'hui, parce qu'on est quand même un peu à front renversé, il y a un virage de la politique de l'offre. Certains attendent des réformes, on n'a pas nécessairement la même définition de la réforme. C'est ça, bien sûr. Je ne suis pas sûr que les mécontents attendent une politique de l'offre, par exemple. Parce qu'on parlait tout à l'heure des ouvriers, des salariés, du public ou du privé. Ils veulent de l'emploi, ils veulent et bien sûr une lisibilité, un pouvoir d'achat, de quoi vivre, une qualité de vie. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'est une politique de l'offre délibérément tournée vers l'offre? C'est une vraie question. Et ça veut donc dire que si on va vraiment sur une politique de l'offre en décalage avec les attentes, notamment les attentes sociales, on va avoir de graves problèmes à l'avenir. Est-il envisageable que le seul discours présidentiel réamorce l'investissement étranger désormais bien tari? Si la question est le seul discours, la réponse est non, ça n'est pas envisageable. Faire les yeux doux aux patrons étrangers, pourquoi pas? Mais qu'en est-il des patrons français? C'est toute la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi cette démarche vis-à-vis des entrepreneurs français? Nous, ça fait des années qu'on travaille pour que la fiscalité soit au service de la création d'emplois et de start-up. On s'est notamment beaucoup impliqué sur des mesures comme l'ISF-PME qui permet d'investir son ISF dans le capital d'entreprises nouvellement créées. D'ailleurs, ça a été très dur et on a dû affronter là-dessus beaucoup de blocages, notamment idéologiques. Il y a des mesures qu'on a fait passer en loi de modernisation de l'économie qui ne marchent toujours pas, alors qu'elles permettraient beaucoup de vocations d'investisseurs privés qu'on appelle les business angels. Aujourd'hui, si on veut faire de la France une Silicon Valley, il faut aussi faire tomber beaucoup de tabous qui sont à Bercy, notamment sur la tunnelisation des revenus. C'est des choses très techniques, mais qui font que, finalement, on considère que l'investisseur, il a vraiment le droit à avoir une fiscalité attractive que si vraiment il est dirigeant de l'entreprise. Ça, il faut faire voler tout ça en éclats. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je rappelle qu'avant qu'il ne parte en Californie, le président de la République est allé visiter les locaux de venteprivée.com et que son patron faisait remarquer que lui payait tous ses impôts en France en tant qu'entreprise française, ce qui n'était pas le cas des très grandes entreprises d'Internet, comme celles qu'on a citées depuis le début de cette émission, par exemple Google ou Amazon. Je croyais que les véritables créateurs d'emplois étaient les PME et non pas les multinationales. L'artisan pourra-t-il lui aussi, entre guillemets, négocier son imposition? Vous voyez? Mais alors, les procédures de rescrit, en théorie, sont ouvertes à tout le monde. Simplement, le rescrit, par exemple, prix de transfert, mécaniquement, il n'est pas ouvert aux chefs de PME qui ont des activités propres en France. Ça pointe aussi un autre problème, c'est les écarts de taux d'imposition qui existent entre les grands groupes, on vient d'en citer quelques-uns, et les PME. Et un des enjeux de la remise à plat pourrait être, mais là encore, on attend l'orientation, de rééquilibrer les taux effectifs d'imposition, c'est-à-dire ce que paye vraiment, parce que souvent on dit c'est 34%, c'est un peu plus. Non, c'est jamais ça, parce qu'il y a des mécanismes, des déductions, etc. qui existent. Et donc, un des enjeux pourrait être de rééquilibrer, parce qu'un rééquilibrage, il pourrait bénéficier aux PME, c'est pas un gros mot de dire qu'on peut alléger certaines charges fiscales pour les PME, à condition toutefois qu'on n'allège pas l'impôt sur les sociétés dans son ensemble, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait payer le manque à gagner autrement, et on pourrait rééquilibrer les taux d'imposition, parce que quelles que soient les études, parlementaires de la direction du Trésor, il y a des écarts d'imposition qui posent un problème, pour le coup, de justice fiscale aux chefs de PME. En tout cas, vous parlez de justice fiscale et de choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le niveau d'imposition en France est perçu à l'étranger. Vous pourrez toujours démontrer le contraire, comme excessivement confiscatoire, et c'est donc un vrai frein à l'investissement en France. Vous gardez la parole, si vous le voulez bien, Vincent Drezet. Le retour de la vignette automobile est annoncé pour le 1er septembre avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Info ou intox, nous demande un téléspectateur. Il y a un coup de stress. Totalement intox, mais par contre, ça monte un sacré désarroi de l'opinion devant les enjeux fiscaux, à l'évidence, parce que ça veut dire qu'on joue sur les peurs. Non. Intox, hein.
écoutez, à l'heure Vous actuelle... n'avez jamais entendu parler de ça? Non, à moins que demain, ça soit annoncé. Mais pour l'instant, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Ils sont assez bons pour les mesures impopulaires au gouvernement, mais là, quand même, je pense que... Non, mais monsieur Eckert, qui est le Baryshnikov des impôts, vous n'a pas passé un coup de fil en vous disant... A priori, on n'a voulu aucun rapport, aucune étude, aucune déclaration, donc on peut dire à Tox. Tout simplement, on avait pour dire... Parce que passer à 12%, je pense qu'il peut aller sur les questions d'investissement et d'attractivité, ce qu'il faut voir, le Conseil d'analyse économique l'avait quand même dit, c'est qu'il y a des écarts entre les taux faciaux, c'est-à-dire ce qui est présenté, et les taux réels. Quand on est, comme certains grands groupes, à 2-3%, on n'est pas dans une fiscalité confiscatoire. Et pourtant, c'est une réalité. Et ce qu'il faut voir également, c'est les facteurs publics qui sont financés par l'impôt, la qualité de la main-d'œuvre, les infrastructures, qui sont des éléments d'attractivité de la France. Mais plus assez important. Hein. Quelle image Pierre Gattaz a-t-il donné au patronat français? Quelle image Pierre Gattaz a-t-il donné du patronat français avec ses propos contradictoires sur le pacte de responsabilité? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai regardé de très près les propos de Pierre Gattaz successivement. Il a toujours dit il n'y aura pas de contrepartie. Il l'a dit dans des phrases qui étaient vous montez dans l'avion. Mais voilà. Excusez-moi, franchement. Donc, non, je pense pas que compliqué. On aurait dit un ministre du gouvernement, c'est-à-dire que c'est. Non, mais je veux. Non, je pense qu'il n'a pas changé sur le fond de son discours. N'a pas changé. Peut-être les mots et la musique ont changé et ont été plus raides. Ça ne faisait pas sérieux. Il est patron des patrons, on attend de lui... En tout cas, ça a donné le sentiment d'une incompréhension ou d'un changement de pied sur ce sujet. Ce qu'on voit clairement quand on parle avec et le MEDEF et Pierre Gattaz en particulier, c'est qu'il est hors de question depuis le début d'accepter des contreparties chiffrées. Donc c'est ça qu'il dit. Et ces contreparties chiffrées vécues comme en effet des contraintes. Donc c'est depuis le début ça qu'il dit. Mais c'est bien, parce apparemment vous ne parlez pas le même Gattaz, ça m'intéresse. C'est intéressant parce qu'il y a toute une histoire de sémantique là-dedans. Parce que visiblement il y a plusieurs Gattaz. Il a l'air d'accepter hein, l'idée de contrepartie, mais non contrainte. Et donc une négociation. Et une négociation qui est voulue par les chefs d'entreprise. Mais il est évident qu'on ne pourra pas dire telle entreprise doit embaucher tant de personnes, etc. C'est ni le président du MEDEF, ni personne qui peut contraindre, ni l'État, les entreprises à embaucher. Pourquoi n'y aurait-il pas un pacte de responsabilité avec les collectivités territoriales? L'idée peut vous paraître intéressante, ça vous semble? Sur les embauches? Oui, le millefeuille, je ne sais pas. Ah, mais ça, bien sûr qu'il en faut un. Urgent. Il est urgent que ce millefeuille ne soit plus un millefeuille, que tout ça soit remis à plat. Mais quand on voit tout de suite, quand on parle, regardez le cumul des mandats, à quel point il a fallu le faire au forceps, à quel point tout ça, il faut le faire au forceps. Donc c'est compliqué. La France doit mûrir aussi en termes de démocratie. Et c'est pas il faut contractualiser tout ça, contractualiser et mettre les choses sur la table, les objectifs sur la table. Elle veut toujours être la dernière à parler. 22h30 pour la rediffusion de cette émission. Merci beaucoup les uns, les unes et les autres d'avoir participé à ce C'est dans l'air. Demain 17h45, nouvelle émission. Et auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Bonne soirée, à demain, merci mille fois.